Expert, je considère qu'il n'y en a pas parce que les outils changent en permanence et que se positionner comme expert, c'est se reposer sur ses acquis alors qu'on est dans un environnement qui est tout le temps en mutation. Je m'appelle Wallet, j'ai 29 ans, je suis le fondateur de l'agence Derwin. Je suis issu d'une formation marketing à Dauphine que j'ai complétée par un master de communication audiovisuelle à la Sorbonne. Et suite à ça, en fait, j'ai intégré un service de développement qui était d'abord celui d'Endemol, puis celui de Coyote, où je faisais des contenus et des créations de concepts pour la télévision, et les chaînes hertziennes et les chaînes TNT par la suite. À la suite de ça, je me suis intéressé fortement au digital et ça m'a permis de produire en fait des programmes pour canalplus.fr avec une approche finalement contenu assez forte, mais qui m'a permis en fait aussi de découvrir que tout l'écosystème digital était différent de l'écosystème télévisuel en termes de diffusion et qu'il y avait un vrai savoir-faire finalement à acquérir en se frottant des problématiques vraiment digitales. Et c'est pour ça que je suis parti dans une des agences les plus créatives, je pense, en France et dans le monde, qui s'appelle Buzzman, où finalement j'ai pu m'intéresser et travailler sur les stratégies de propagation et d'engagement autour des réseaux sociaux et du digital. Alors, la social TV, c'est beaucoup de choses. C'est comme demander en fait de définir la télévision. La télévision, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'acteurs. C'est des gens qui font des programmes, c'est des gens qui font des télévisions, c'est des gens qui vendent des programmes télé, c'est des gens qui opèrent des machines pour qu'on puisse retransmettre le signal. Donc c'est beaucoup de choses. Et la social TV, c'est un peu la même dimension, c'est-à-dire que c'est beaucoup de choses. C'est des gens qui fabriquent des devices, c'est des gens qui fabriquent des stratégies, c'est des gens qui fabriquent des contenus. Donc c'est un ensemble finalement d'acteurs qui s'orchestrent autour de la dimension digitale qui peut s'agencer autour de la télévision et qui orchestre finalement le passage d'une télévision unique et linéaire à une télévision personnalisée à travers les différents canaux possibles. Donc moi je suis un des acteurs qui ne travaille pas sur le côté technique ou technologique comme sur la télévision Samsung travaille, Google travaille. Moi je travaille vraiment sur l'éditorialisation des contenus et sur les stratégies qu'on peut intégrer autour des programmes pour les faire vivre finalement en dehors de leur diffusion programme et antenne. En fait, moi je suis issu des médias. C'est quelque chose qui me plaît, je suis un passionné de contenu, j'adore les séries, j'adore la télévision, ce qui me plaît c'est vraiment le contenu. Après je suis allé me frotter au digital parce que je trouve que c'est un écosystème qui est neuf et qui est créativement très riche et que la convergence finalement de ces deux écosystèmes là peut enrichir l'expérience télévisuelle. Donc moi, mon point de vue, quand je suis parti de chez Buzzman après avoir bossé longtemps en télévision, c'est de me dire qu'il manquait finalement une brique à l'expérience télévisuelle, qu'il manquait finalement de nouveaux relais, de nouveaux modes de diffusion et de fourniture de contenu pour satisfaire finalement les nouveaux usages. Donc j'ai eu la chance d'être en fait approché par des producteurs de télévision qui voulaient que j'intègre des volets digitaux dans leur programme. J'ai été approché par des chaînes télé qui voulaient que je travaille avec eux sur un nouveau modèle de diffusion de programme. Et en fait, je me suis posé la question à savoir, est-ce que j'intègre un producteur? Est-ce que j'intègre une chaîne de télévision? Et en fait, mon point de vue, c'était de me dire, je veux bosser sur un ensemble de programmes le plus large possible. Je ne veux pas me cantonner à un type de production, me cantonner à une chaîne. Et en me mettant en indépendant et en fondant une agence, finalement ça me donnait cette possibilité de travailler pour tous les interlocuteurs possibles. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'on a de la chance, on travaille autant pour le groupe TF1 que pour Arte, autant pour Canal+, que pour MT1, et du coup autant pour France 2, Fort Boyard que pour une émission de magazine d'Arte à 20h. Donc ça permet vraiment cette richesse-là, être son propre patron, ça permet d'imposer sa vision auprès de ses clients, d'imposer sa vision auprès de ses collaborateurs, d'imposer sa vision auprès du marché. Quand on rentre finalement dans une fonction de salariat, c'est une très bonne école pour apprendre les rouages, mais je pense qu'à partir du moment où tu as un point de vue que tu ne retrouves pas ailleurs dans ton marché, c'est intéressant d'entreprendre et de tester, parce qu'entreprendre c'est tester, c'est tester, se tromper, recommencer, apprendre, échouer, améliorer. Donc à partir du moment où on a un point de vue défini, une philosophie qui n'existe pas ailleurs, de manière aussi forte et affirmée, je trouve que c'est intéressant d'entreprendre. Après ça comporte des risques, mais c'est aussi une excitation qui te permet de faire mieux tous les jours, de travailler 7 jours sur 7 mais avec entrain, et de pas forcément te payer dans les premiers temps, de pas forcément rouler sur l'or la première année, mais qui vraiment est une expérience de vie que je trouve très riche. Moi ce qui me plaît c'est les aventures. Moi j'ai fait un tour du monde d'1 an et demi, j'ai changé 3 fois de secteur. Je trouve que ce qui est intéressant dans la notion d'entrepreneuriat, c'est la notion d'expérience et la notion d'aventure. On apprend beaucoup plus, je pense, en 1 an d'entreprise que ça marche ou que ça ne marche pas qu'en allant à l'école ou qu'en étant salarié dans un très beau bureau
avec un confort certain. Voilà, donc aujourd'hui, si en tout cas vous avez le réseau, la compétence, l'envie ou l'énergie, ou même les trois, c'est même mieux, tentez en tout cas cette aventure-là si vous pouvez vous la permettre. Parce que c'est vrai qu'il faut financièrement être un peu solide pour être solide ou en tout cas avoir un plan B ou un parachute pour pouvoir derrière se reconvertir en cas d'échec. Aujourd'hui, c'est vrai que le timing dans lequel j'ai lancé l'agence Derwin s'est inscrit finalement de manière hyper favorable dans le contexte. Je suis arrivé au moment où il y avait une attente sur le marché. Il y avait une attente sur le marché que peu de gens étaient capables de satisfaire. Donc, on a eu la chance très rapidement de commencer sur Bref, qui était un des produits phares de l'année 2011-2012, et de montrer ce dont on était capable, avec un produit qui est très créatif et très dur à travailler, parce qu'il y a une attente énorme. Quand vous travaillez sur quelque chose comme ça, parce qu'on travaille sur Batman, tout le monde vous attend au tournant. Donc vous n'avez pas vraiment le droit à l'erreur. Donc on a montré très rapidement notre expertise, la variété de ce dont on était capable, de faire du social media, de faire du digital, de faire des opérations autour du sida pour lutter contre cette maladie. Et du coup ça a montré assez rapidement au secteur qui est petit ce dont on était capable. Donc c'est vrai que ça a été une très bonne carte de visite. Finalement on a eu la chance de rencontrer des acteurs qui étaient très ouverts, que ce soit au niveau des diffuseurs, au niveau des producteurs. Il faut savoir que nous, systématiquement, quand on travaille sur un sujet, on est à mi-chemin entre le producteur et le diffuseur. Donc on travaille toujours dans un schéma de double validation, dans un schéma où on a deux interlocuteurs qu'on doit séduire, qu'on doit satisfaire, qui attendent des résultats parfois différents, mais on doit satisfaire les deux. Et la chance qu'on a, c'est que comme l'agence fonctionne bien et arrive à avoir des résultats qui satisfont et même vont au-delà des attentes du diffuseur et du producteur, ces gens-là nous rappellent. Donc en fait, notre travail, c'est de recommander les programmes, de leur donner une vie au-delà de leur diffusion télé. Et l'agence croit de la même manière. Elle croit par recommandation, tout simplement. Donc nous, notre capacité au sein de l'agence, c'est de créer et de développer des nouvelles expériences, à chaque fois personnalisées, à chaque fois nouvelles, à chaque fois créatives et tactiques pour répondre aux attentes et aux objectifs de nos clients. Donc je pense que cette position-là de remise en question permanente et de remise en question de l'agence et de son savoir-faire, de la nouveauté et de l'enrichissement qu'on apporte à chaque programme est un des facteurs clés de succès de l'agence. La deuxième chose, c'est que aussi on s'intéresse très fortement au programme. On s'intéresse très fortement à la matière première qui est le programme. On ne peut pas travailler en social TV, on considère en tout cas, sans comprendre quel est le contenu. Les gens viennent pour un contenu, que ce soit l'animateur, que ce soit l'histoire, que ce soit le nom de l'acteur principal. Les gens viennent pour un rendez-vous et viennent en fait pour une charge émotionnelle. Quand on regarde la télévision, c'est un partage d'émotions tout simplement. On aime un programme parce qu'on aime bien critiquer, parce qu'il nous fait rire, parce qu'il nous fait pleurer, parce qu'il nous rappelle notre enfance, parce qu'il nous rappelle notre grand-père. Et nous, ce travail qu'on fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut transformer ce lien émotionnel entre les téléspectateurs et le programme à un instant T en expérience globale. Et ça passe par comprendre d'abord et avant tout le programme. La puissance des médias ne sert finalement qu'à nourrir la publicité. C'est-à-dire que les médias sont payés par la publicité, donc du coup leur puissance est au service de la régie, qui est au service des marques. Donc je veux dire, plus importante est ta marque, plus importante est ta chaîne, plus importante pourra être ton audience, ta régie et tes recettes. Donc nous on travaille finalement pour rendre les marques programmes les plus fortes possibles pour que derrière l'annonceur qui s'y associe, en se mettant dans le sillage de ce programme-là, profite et bénéficie de cette puissance-là. S'il y a une marque dont tout le monde, s'il y a un programme dont tout le monde parle et qui est associé finalement à une marque, à un annonceur, enfin dans le sillage, finalement tu vas énormément parler d'annonceur, quoi. Donc on est sur un rapport finalement d'association. L'idée c'est de se dire que si tu payes un spot télé aujourd'hui X milliers d'euros pour une diffusion entre deux épisodes de Plus belle la vie, le fait d'être aussi présent en digital, c'est une manière de relayer et d'amortir ton plan média d'une vision totalement globale. Dans le cas de Bref, c'est assez symptomatique de quelque chose que un quart du trafic de Canal+ vidéo vient de Facebook. Donc c'est quand même un enjeu stratégique. Canalplus.fr, c'est une plateforme de relais de contenus originaux et de contenus de l'antenne qui se monétise et qui vend à sa régie de l'espace publicitaire. Si un quart de ton trafic provient de Facebook, tu as intérêt à avoir une stratégie efficace pour générer un quart de revenu le plus fort possible. Le côté viral et la recommandation, c'est quelque chose qui est très fort. Quand tu installes une marque, tu as envie que les gens en aient conscience. Et pour moi, il y a quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, si tu lances un produit ou tu lances quelque chose, si tu peux, fais de la télé, fais de la radio, fais de la presse, fais de l'affichage, fais du cinéma, fais de l'internet. Je considère quand même que ce qui est le plus fort dans le lancement d'un produit, encore plus dans un produit culturel, c'est le bouche à oreille.
j'ai beau voir tous les spots télé, toutes les affiches de presse, pour moi, un des éléments phares, c'est mon ami Vincent qui me dit « Walé, t'as pas goûté ce truc-là » ou « Walé, t'as vu ce film ?» Cet élément-là de recommandation est un des leviers pour moi les plus puissants dans la prise de décision d'un consommateur. Et pourtant, c'est le levier qui est le moins travaillé. Tu fais de la télé en espérant que les gens parlent de toi. Tu fais de la presse en espérant que les gens parlent de toi. Tu fais de la radio en espérant que les gens te voient et parlent de toi. Mon travail, c'est de travailler, enfin mon travail, pardon, c'est d'optimiser ce bouche à oreille. C'est pas du buzz, c'est des stratégies d'engagement, mais c'est vraiment l'idée de se dire je veux être au cœur des conversations. Parce que c'est les conversations finalement qui déclenchent, qui sont déclencheurs en plus du média d'un acte de consommation. Donc on peut dire que c'est bling bling, on peut se demander ce que ça apporte. Moi je considère que tout simplement la recommandation est un des leviers les plus forts de recrutement et de consommation et de transformation en consommateur d'un client. Donc notre travail il est vraiment là-dessus. Je trouve que Game of Thrones, ce qu'ils ont réussi à faire sur HBO, c'est assez phénoménal. Après, ils ont eu pas mal de budget, c'est une série qui est mondiale, qui a une diffusion qui est légalement ou illégalement globale. Donc je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire entre la saison 1 et la saison 2 est assez fort. C'est-à-dire qu'ils ont démultiplié leur fanbase et l'ensemble des personnes qui ont découvert la série entre les deux saisons était assez forte. Et ça a permis finalement au lancement de la saison 2 de faire des scores qu'ils n'avaient jamais atteints en saison 1. Donc ils ont réussi à construire une série finalement qui a grandi au fur et à mesure de cette diffusion télé et qui, dans un temps mort, au lieu de faire baisser l'attention des gens, a augmenté. Et ça pour moi c'est une vraie mécanique qui est forte parce que ça veut dire que ton programme il vit pendant sa diffusion mais aussi au-delà. Et que quand il vit au-delà de la diffusion, quand il revient encore plus fort. Clairement, moi je considère qu'un programme qui vit 2 heures c'est bien, tu regardes à la télé ou tu regardes en replay, c'est un rendez-vous. Un programme ou un contenu qui est présent dans ta vie au jour le jour, c'est quelque chose qui émotionnellement est tellement fort que quand ça revient en télévision après X mois d'attente, tu as vraiment envie de le retrouver. Donc la stratégie de Game of Thrones, j'ai trouvé ça assez fort et assez éprouvé finalement, parce que c'est une série, c'est la série la plus téléchargée au monde. Donc on va se dire, c'est la série la plus téléchargée au monde, quand la série va revenir, les gens vont s'en foutre. Et au contraire, je considère que plus on regarde quelque chose, plus on consomme quelque chose légalement ou illégalement, plus il a de succès commercial. C'est ce qu'on voit aussi dans les études au niveau de la musique et du piratage. Hein. Les titres les plus téléchargés sont aussi les plus achetés. Donc est-ce que c'est une nouvelle forme de marketing ? Je cherche moi un profil particulier. C'est soit des gens qui viennent des contenus, donc qui s'intéressent au programme et qui du coup vont pouvoir apprendre le web, ou quelqu'un qui vient du digital mais qui s'intéresse fortement au contenu. Parce que je considère qu'il faut dans l'agence en fait avoir une double compétence. Savoir s'adresser à des gens qui viennent de télévision et savoir s'adresser à des gens qui viennent du web. Parce que nous on est vraiment à mi-chemin entre les deux. Donc je cherche ce type de gens-là pour l'éditorial et la stratégie, et après des profils un peu plus techniques pour gérer des dispositifs qui se multiplient, type site, application mobile, interface web. Donc je cherche ce type de profil-là pour rejoindre l'aventure en tout cas. Et quant à l'actualité, on est assez content, on a une rentrée qui est chargée. On vient de sortir un dispositif pour Arte qui s'appelle l'Agora, que vous pourrez retrouver en ligne et dans l'émission télé tous les jours du lundi au vendredi à 20h05 sur Arte. On a produit un dispositif qui a fait parler de lui autour de la série d'Arte aussi, Ainsi soit-il. Donc je vous intéresse à aller voir le Tumblr Ainsi soit-il si vous ne l'avez pas encore vu. On vient de terminer la saison de Fort Boyard, on a animé le conte du Père Fouras. On espère que ça se poursuivra et il devrait y avoir une suite, on espère assez rigolote pour le courant de l'année. On est en discussion avec une chaîne importante pour travailler sur une émission, une des plus belles vitrines qu'il y a dans le PAF, donc pour concevoir une stratégie autour de ça. Je ne peux pas en dire plus, mais en tout cas on espère que ça va se déverrouiller dans les semaines à venir. Et on continue à bosser avec notre partenaire privilégié NT1 sur Vampire Diaries, qui est une série américaine qui arrive en saison 3. Et on espère sur d'autres sujets à la rentrée. C'est vrai qu'NT1 va sortir Falling Skies, True Blood et Walking Dead. Et comme c'est des séries que nous on adore, c'est vrai qu'on adorait travailler dessus avec un aspect expérientiel fort pour plonger les téléspectateurs au cœur de ces séries-là. On va travailler avec Montreux, le festival d'humour de Montreux en Suisse. Donc c'est un contenu mais qui n'est pas forcément télévisuel. Parce qu'il faut savoir que chez nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu. Hein. Je parle pas que de télévision, je parle beaucoup de contenu. Et que le contenu, pour nous, c'est le cinéma, c'est la musique, c'est la littérature, c'est le théâtre. Donc du coup, l'approche qu'on a éditoriale, pour nous, elle se répand. Et elle peut être reproduite finalement sur d'autres secteurs proches à ça. Et après, l'autre nouveauté, je pense, de la rentrée 2013, ce sera un peu l'approche et la présence internationale de l'agence qui, je pense, va commencer à communiquer et à ouvrir sur le réseau de communication à l'international.